La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer, pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. En 1920, une théorie de la physique quantique est apparue et a secoué le monde pour toujours. Cette théorie était l'interprétation de Niels Bohr et Werner Heisenberg à Copenhague. Elle suggère qu'un système quantique reste dans un état de superposition d'états, c'est-à-dire qu'il existe dans tous les états possibles à la fois, jusqu'à ce qu'il y ait un observateur. Pour être clair, cela signifie que toutes les possibilités de la réalité existent simultanément sous forme de probabilité, et que c'est seulement à partir du moment où il y a un observateur, une attention, que la possibilité se manifeste et prend donc forme. Si cela vous paraît compliqué à comprendre pour l'instant, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo vous comprendrez tout, mais accrochez-vous car cela risque de bouleverser un peu votre vision de la réalité. Tout d'abord, voyons ce qu'est la physique quantique. La physique quantique est une branche de la physique théorique qui étudie le comportement des particules à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, des molécules et des particules subatomiques comme les électrons, les protons et les neutrons. L'objectif de la physique quantique est d'analyser le fonctionnement de l'infiniment petit, donc des mondes plus petits qui composent le nôtre, afin de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde à l'échelle humaine, soit mieux comprendre la réalité dans son intégralité. Ce qui est fou avec ce monde subatomique, c'est qu'il se comporte différemment de notre monde à nous. Les lois de la physique qui le régissent sont totalement différentes des lois de la physique telles que nous les connaissons, comme la gravité, l'espace-temps ou la certitude. Par exemple, dans le monde quantique, le temps et la réalité semblent totalement différents. Les choses semblent exister sous forme de probabilité plutôt que de certitude. C'est comme si toutes les possibilités existaient déjà, mais qu'elles attendaient une attention pour se manifester et prendre forme dans la réalité physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monde est celui qui compose le nôtre. Ces particules subatomiques, les atomes ainsi que les molécules, sont les composantes de tout ce qui existe dans notre réalité physique. Notre corps est composé de ces particules, tout comme les aliments, l'eau ou encore l'air. Ainsi, la vision de la réalité change totalement, car si le monde infiniment petit qui structure le nôtre existe sous forme de probabilité, alors qu'est-ce que la réalité telle que nous la percevons? Et surtout, est-il possible que nous puissions influencer la réalité? La réponse est oui, et vous allez comprendre pourquoi. Votre corps et votre cerveau sont composés de ces particules. Donc, vous êtes constitué de ces particules dans leur intégralité, tout comme moi et tout ce qui vous entoure. Votre corps dans son intégralité, c'est-à-dire votre corps et votre esprit, ce que nous appelons « moi », est composé de deux parties. La partie consciente, qui comprend nos pensées courantes et notre libre arbitre, et la partie inconsciente, qui s'occupe de réguler les choses automatiquement, comme notre battement cardiaque, notre circulation sanguine et l'alchimie de notre corps. Ces deux parties ne sont pas distinctes, mais coordonnées, et elles s'échangent continuellement des informations. Un corps malade affaiblit l'esprit, et un esprit malade affaiblit le corps, c'est un fait scientifique. Les pensées que nous percevons ne sont pas seulement des pensées, mais des signaux électrochimiques, c'est-à-dire des informations émises par notre cerveau et envoyées à notre corps pour adapter ce dernier à l'environnement extérieur. Par exemple, lorsque nous voyons un prédateur, notre pensée envoie un signal de peur, créant ainsi une émotion associée. Ce signal se propage via nos neurones, envoyant certaines informations à notre système nerveux autonome, lui donnant l'ordre de libérer certaines substances chimiques telles que l'adrénaline ou le cortisol, afin d'augmenter notre rythme cardiaque et nous permettre de courir plus vite pour échapper au danger, c'est-à-dire au prédateur. En réalité, le corps et l'esprit sont deux éléments liés, formant un système permettant d'échanger des informations de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. Il est important de noter que ces signaux sont principalement émis par nos émotions. Parfois, les émotions ne sont pas déclenchées par des événements extérieurs, mais peuvent également être provoquées de l'intérieur, en repensant à des souvenirs familiers qui réactivent les mêmes émotions associées à ces souvenirs. Notre corps n'est pas capable de distinguer entre les émotions associées à des événements extérieurs et celles associées à des événements intérieurs. En d'autres termes,
Le cerveau ne peut pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. C'est de là que vient l'expression « notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur ». Si nous nous sentons mal à l'intérieur, cela se reflètera dans notre monde extérieur, car notre interprétation de celui-ci sera faussée par nos émotions. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, ces émotions négatives engendrées par nos pensées vont influencer la biologie de notre corps, ce qui le poussera à libérer certaines hormones telles que le cortisol, affectant ainsi automatiquement notre état d'esprit. En revanche, si nous associons des émotions positives telles que la joie, nous inverserons ce processus, influençant positivement la biologie de notre corps en libérant des hormones du bonheur telles que la sérotonine et l'endorphine, ce qui améliorera notre état d'esprit. Il est donc essentiel de comprendre que le corps et l'esprit sont interconnectés et non indépendants. Les deux s'influencent mutuellement. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de contrôler notre partie consciente par un effort de volonté, ce qui nous permet d'influencer positivement la biologie de notre corps, c'est-à-dire notre système nerveux autonome. Nous comprenons donc que notre corps et notre esprit sont interconnectés par un système d'information tissé dans l'infiniment petit, et que par notre partie consciente, nous pouvons influencer ce système en contrôlant nos pensées par l'effort de volonté. Maintenant, si nous remontons plus loin dans le monde subatomique, nous nous rendons compte que ce système, qui est notre corps, appartient à un système encore plus vaste, l'univers quantique, c'est-à-dire tout. De même que votre corps et votre esprit sont un système interconnecté, votre corps appartient également à l'univers quantique, un système plus grand, et vous avez également votre influence sur celui-ci. Et de même que votre pensée consciente peut influencer votre biologie du corps, votre pensée consciente peut influencer la réalité. Si cela vous semble fou pour l'instant, une fois que vous aurez compris, vous verrez que c'est en fait logique et qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste de la physique et des maths. Lorsque les physiciens ont commencé à étudier l'univers quantique, ils ont tout d'abord découvert que les atomes étaient les composantes de base de tout ce qui existe, comme nous l'avons vu précédemment. Par la suite, ils ont découvert que ceux-ci étaient constitués d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si grand comparé aux minuscules électrons qu'il apparaît qu'il est constitué à 99,9% d'espace vide. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte que cet espace n'était pas vide, mais qu'il était en réalité composé d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui constituent un champ d'informations invisibles et interconnecté. Ainsi, il en résulte le fait que tout ce qui existe dans notre réalité, malgré la solidité apparente de la matière à l'échelle humaine, est composé à 99,9% d'énergie et d'information. On comprend donc que tout ce qu'on appelle matière est en réalité composé à 99,9% d'énergie, et que tout cela est donc connecté dans ce vaste champ énergétique, où des milliers d'informations s'échangent constamment dans l'infiniment petit, de même que des milliers d'informations s'échangent entre notre corps et notre mental actuellement. Un peu plus tard, les chercheurs ont ensuite découvert que les électrons qui évoluent dans ce vaste champ se comportent de manière totalement imprévisible. Ils ne semblent pas être soumis aux mêmes lois de la physique qui gouvernent la matière dans notre univers. À un moment donné, ils sont là, puis ils disparaissent. Il est impossible de prévoir où et quand les électrons apparaîtront. Par la suite, les chercheurs ont fini par découvrir que les électrons existent simultanément à l'état de possibilité ou de probabilité en nombre infini. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ invisible d'énergie et d'information s'effondre pour laisser place à une particule que nous appelons électron. Pour que vous ayez une image claire, c'est comme si tout existait déjà simultanément sous forme de probabilité, et que c'est uniquement lorsque vous allez fixer votre attention sur quelque chose que vous allez provoquer un effondrement de cette énergie, la forçant à se matérialiser en fonction de votre intention. On parle d'effondrement de la fonction d'onde ou de réduction du paquet d'ondes, mais dès que l'observateur détourne son regard et ses pensées de l'électron, ce dernier disparaît pour retourner à l'état énergétique. En d'autres termes, la particule de matière physique qu'est l'électron n'existe pas tant que nous ne l'observons pas.
tant que nous ne lui accordons pas notre attention. Maintenant, il faut bien faire une différence entre votre attention et une simple pensée. Ce n'est pas en pensant juste une fois à quelque chose qu'il va apparaître. L'attention, c'est toute l'énergie que nous émanons. Par exemple, lorsque vous avez en tête vos souvenirs, vous avez une part d'attention en eux. Lorsque vous savez où se trouvent vos chaussures, vous avez une part d'attention envers elles, de même que les souvenirs auxquels vous repensez, votre douleur, etc. En soi, du moment que vous vous attendez à voir quelque chose, vous lui accordez votre attention. Si au réveil, vous vous attendez à ressentir une douleur particulière, celle-ci se manifeste, puisque vous lui accordez votre attention. Et la complexité est là. C'est que l'attention n'est pas facile à contrôler. Nous avons tous des pensées automatiques qui proviennent de notre partie inconsciente, soit de notre système nerveux autonome. Par exemple, si un jour nous avons vécu un événement traumatisant et que nous y repensons souvent, nous renforçons cette expérience en créant de nouvelles connexions neuronales, ancrant davantage cet événement dans notre cerveau. Ainsi, nous reprogrammons notre cerveau pour nous renvoyer les mêmes types de pensées, associées aux mêmes émotions négatives, et entraînant les mêmes manifestations négatives dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut d'abord devenir cohérent avec soi-même, afin de devenir cohérent avec ceux que vous désirez obtenir dans votre réalité. C'est-à-dire que si vous avez des pensées automatiques comme « je suis nul »,« je déteste mon patron »,« je ne serai jamais riche »,« je ne serai jamais heureux », mais qu'au fond de vous, vous souhaitez le devenir, vous êtes incohérent, car vous vous contredisez. Je dis vous, mais c'est également le cas pour moi, et c'est pour cela que j'y travaille. Prendre conscience qu'il faut travailler sur soi, c'est commencer à apprendre à créer la vie que l'on désire. Maintenant, comment reprogrammer cette partie inconsciente pour aligner notre partie consciente et inconsciente afin qu'elles deviennent cohérentes? Eh bien, vous allez devoir utiliser votre volonté. Mais comprenez bien que si vous avez entretenu des pensées négatives pendant 20 ans, vous ne reprogrammerez pas votre cerveau en un jour. Il vous faudra sûrement plusieurs mois de travail. Mais chaque jour qui passe, cela deviendra de plus en plus simple, car chaque jour vous reprogrammerez un peu plus votre partie inconsciente. Pour y parvenir, l'une des principales astuces que j'utilise est de me plonger dans l'instant présent. Généralement, lorsque nous ressentons des émotions de stress, de peur, d'angoisse ou de culpabilité, c'est soit parce que nous replongeons dans un souvenir du passé, soit que nous essayons d'anticiper un événement futur en fonction de nos expériences passées. C'est-à-dire qu'en nous basant sur nos expériences passées pour envisager un meilleur avenir, nous agissons de manière contradictoire. C'est là qu'il faut admettre qu'il est nécessaire de laisser notre passé derrière nous. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons totalement abandonner notre passé, mais nous devons nous en détacher mentalement. Ainsi, dès que vous prenez conscience que vous avez une pensée négative ou que vous ressentez une émotion basse, concentrez-vous immédiatement sur le moment présent et détachez-vous de tout. Ne pensez plus au passé, ni à anticiper l'avenir, mais focalisez-vous sur l'instant présent. Une fois ancré dans le moment présent, vous constaterez que vous êtes extrêmement bien. Essayez maintenant, vous verrez. Mettez en pause et concentrez-vous simplement sur le moment présent, en essayant de vous détacher au maximum de votre identité, de tous ceux qui vous lient au monde physique, et vivez simplement dans l'instant présent pendant quelques minutes. Vous verrez que dans cet état d'esprit, vous serez en paix, car vous ne serez attaché à rien. Et dans cet instant précis, votre corps se rééquilibre. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, sachez que cela se reprogramme. J'étais aussi anxieux. Il suffit simplement d'apprendre à reconditionner votre système nerveux autonome en fonction de vos pensées conscientes. Ainsi, grâce à votre volonté, dès que vous aurez une pensée négative, ne l'alimentez plus en revivant ce souvenir et en replongeant dans l'émotion qui l'accompagne, mais concentrez-vous directement sur l'instant présent. Cela vous permettra de faire une sorte de cure de désintoxication pour votre corps, et petit à petit, celui-ci ne vous proposera plus cette pensée négative, car vous le reprogrammerez pour qu'il cesse de vous la proposer. La deuxième astuce à associer avec celle-ci est de toujours favoriser le positif, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Dès que vous critiquez quelqu'un ou vous-même, vous alimentez à nouveau des émotions liées à la colère, à l'anxiété ou à la haine,
Et vous créez ainsi de nouveaux schémas neuronaux et habituez votre corps à ce type d'émotion. Automatiquement, celui-ci va vous en fournir davantage. Si vous lui donnez l'habitude de nourrir la haine, il vous en redonnera, tout comme la réalité qui est également influencée par ce système qu'est votre corps. Ainsi, les affirmations positives, les pensées positives, être bon, l'entraide et la compassion, sont toutes des choses et des actions qui aident à reprogrammer cette partie inconsciente. En fait, vos actions, vos pensées et vos automatismes doivent être cohérents. Lorsque vous rendez votre corps et votre mental cohérents, la réalité devient cohérente. Retenez bien la citation suivante. L'énergie va là où se place votre attention. Là où l'énergie va, la chose grandit. Votre attention, ce sont vos pensées automatiques et vos pensées conscientes. Lorsque vous rendez ces deux parties cohérentes, vous dirigez votre attention. C'est ainsi que vous serez maître de votre attention et que vous pourrez manifester. Et l'une des clés pour cela, soit l'équation de la manifestation, est la suivante. Intention claire plus émotion supérieure égale manifestation. Lorsque vous savez exactement ce que vous souhaitez aussi précisément que possible, vous dirigez votre attention. Dès lors que vous associez à cela de l'amour, de la joie et de la gratitude, vous avez vos émotions supérieures et vous complétez donc l'équation, ce qui vous permettra de manifester la réalité de vos rêves. Tout cela nous ramène à la citation de Nikola Tesla qui disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Et si la réalité que vous percevez n'était qu'une illusion, une construction mentale façonnée par votre propre conscience? Eh bien, c'est ce qu'a démontré le physicien Werner Heisenberg avec le principe d'incertitude, prouvant que les particules subatomiques qui constituent les atomes, soit la brique élémentaire de tout dans l'univers, se trouvent dans un état indéterminé avant d'être observées. C'est seulement lorsqu'un observateur consacre son attention à percevoir une particule que celle-ci surgit du néant, comme si elle apparaissait de nulle part, venant ensuite former ce qu'on appelle l'atome. Pour faire simple, comme l'a affirmé Werner Heisenberg dans son livre « La partie et le tout », l'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Mais récemment, de nombreuses autres découvertes scientifiques sont venues confirmer cette théorie, et bien plus encore. Ce que vous allez découvrir risque de bouleverser à jamais votre perception de la réalité. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais la réalité sous le même angle. Je vous conseille donc de prendre des notes et d'être pleinement attentif tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que nous appelons la réalité? En général, nous définissons la réalité comme les images que nous percevons avec nos sens, une construction mentale créée par notre cerveau. Mais comment ce processus fonctionne-t-il? Il faut savoir que le corps humain est doté de nombreux sens, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat et bien d'autres. Concernant la vue, nos yeux perçoivent les fréquences de lumière autour de nous. Nos autres sens captent également différentes fréquences. Et toutes ces informations perçues et interprétées par nos sens sont ensuite converties par le cerveau pour nous offrir une image de la réalité. On peut comparer nos sens à une antenne de télévision qui convertit les signaux qu'elle reçoit en images visibles, affichées ensuite sur l'écran de télévision. Mais le point majeur à comprendre est que nos sens ne perçoivent pas toute la réalité, mais seulement une infime partie. Par exemple, nos yeux ne perçoivent qu'une petite portion du spectre lumineux, et nos oreilles n'entendent qu'une gamme limitée de sons. Cependant, l'être humain a la capacité d'affiner ses sens, c'est-à-dire d'augmenter sa capacité de perception. Mais avant d'entrer dans ce sujet, comprenons d'abord de quoi est faite la réalité, soit la matière qui constitue notre cerveau, notre corps, notre environnement, soit l'univers dans sa globalité. Au quotidien, nous percevons le monde à notre échelle, en fonction de notre taille. Cependant, il existe de nombreux mondes à l'intérieur du nôtre. Par exemple, les bactéries perçoivent le monde visible différemment de nous, en raison de leur petite taille. Plus nous zoomons sur la matière, remontant vers l'infiniment petit, plus nous nous rapprochons du moment où la matière prend forme. C'est justement ce domaine que la physique quantique explore, en étudiant le comportement des particules subatomiques qui composent les atomes, soit les briques élémentaires de tout dans l'univers. De nombreuses recherches ont été effectuées,
dont le principe d'incertitude d'Heisenberg, formulé dans les années 1920, qui explique que l'observateur influence l'observation. En bref, un atome est constitué d'un noyau central et d'électrons, gravitant autour dans un vaste champ d'énergie. Cependant, tant qu'il n'y a pas d'observation, les particules qui composent l'atome se trouvent dans un état indéterminé. Un dossier scientifique déclassifié de la CIA intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway » explique ce sujet plus en profondeur. En réalité, comme le décrit ce dossier, nous avons souvent tendance à opposer les termes matière et énergie. La science sait aujourd'hui que le noyau de l'atome, tout comme les électrons qui gravitent autour, ne sont faits que de grilles d'énergie oscillantes. Cela signifie que ce que nous appelons matière n'est en fait qu'un état de l'énergie. La matière et l'énergie sont donc une seule et même chose. Pour mieux comprendre cela, il faut réaliser que les différents états de la matière ne sont en fait que des différents états de l'énergie. L'univers représente la somme du visible et de l'invisible. Nos sens ne perçoivent qu'une partie de l'univers, appartenant au domaine visible. Par exemple, prenons l'eau. Lorsqu'elle est chauffée, elle devient vapeur et donc imperceptible par nos sens, elle devient invisible. Pourtant, l'eau est toujours là, mais simplement, son changement d'état la fait sortir de notre domaine visible. À l'inverse, lorsque l'eau gèle et devient de la glace, elle devient solide et perceptible par nos sens. C'est exactement ainsi que fonctionne l'énergie. Lorsque l'énergie vibre à une fréquence basse, elle forme ce qu'on appelle la matière, soit donc de l'énergie solide et visible. Cependant, lorsque cette énergie s'élève en vibration, elle redevient comme de la vapeur, soit de l'énergie pure, non perceptible par notre sens de la vue. C'est ce que les physiciens quantiques appellent un état indéterminé. En fait, lorsque l'énergie est à l'état de vapeur en quelque sorte, soit redevenue imperceptible par nos sens par son haut degré de vibration, elle se trouve sous forme de possibilités infinies. C'est-à-dire que, telle des Legos, elle est prête à être structurée en tout ce que notre conscience désire. À l'inverse, lorsque la matière a adopté un état, soit qu'elle a diminué en fréquence pour devenir quelque chose de structuré, on dit qu'elle a adopté une possibilité. En bref, cela signifie simplement que l'énergie a été structurée pour former quelque chose de perceptible. Et l'élément clé au cœur de ce changement d'état, faisant passer l'énergie vibrant rapidement à l'énergie vibrant lentement, c'est notre conscience. Notre conscience est l'intelligence qui travaille en interaction avec l'énergie pour former ce qu'on appelle la réalité. Dans le dossier déclassifié de la CIA, Analyse et évaluation du processus Gateway, que je vous invite à lire, disponible gratuitement sur le site officiel de la CIA en version anglaise ou sur mon école d'entrepreneurs motivés en version traduite en français, il est expliqué que la conscience humaine perçoit à travers elle-même, en fonction de sa mémoire. C'est-à-dire que notre conscience englobe tous ceux dont nous sommes conscients, soit toute notre mémoire, incluant nos croyances, émotions profondément ancrées, attitudes, perceptions, etc. Ainsi, c'est de cette manière que notre conscience crée des événements dans notre vie. En comprenant cela, nous réalisons que nous créons notre réalité par nos pensées et nos émotions principalement. Nos pensées représentent les graines, et nos émotions représentent l'énergie qui va faire pousser ces graines. Ainsi, comprenons que certains événements qui peuvent sembler mauvais pour nous ne sont pas dus à une dette karmique, mais simplement au fruit d'un état de pensée. Par exemple, on peut voir cela dans les rêves. Lorsque dans un rêve nous imaginons un monstre et que nous avons peur, tout à coup ce monstre prend forme et nous poursuit dans nos rêves. Eh bien, certains événements dans notre vie sont dus au même principe. Nos émotions et pensées façonnent notre réalité et notre conscience travaille avec l'énergie universelle pour former ces événements. Si la conscience reçoit des pensées et des émotions négatives, elle crée des événements similaires. Avoir conscience de cela est un point clé, car c'est l'élément qui vous permettra de reprendre la maîtrise de votre esprit, qui se traduira par la maîtrise de votre vie. Pour mieux comprendre tout cela, il est essentiel de saisir comment l'esprit humain exerce la fonction connue sous le nom de conscience, et comment celle-ci interagit avec l'énergie pour créer ce qu'on appelle la réalité. Comme expliqué précédemment, nous avons vu que la matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas, et que les différents états de la matière ne sont en fait que des variations de l'état de l'énergie.
Nous avons également vu que notre conscience est l'intelligence connectée à l'énergie, qui permet de déterminer l'état vibratoire de l'énergie. En bref, notre degré de conscience détermine notre expression. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les différents états de la matière sont des variations de l'état de l'énergie, et la conscience humaine est l'intelligence qui fait varier cet état de l'énergie. L'esprit humain, soit la conscience, perçoit une possibilité et la manifeste ensuite sur Terre. Pour expliquer plus simplement, lorsque l'esprit humain perçoit une possibilité à travers son esprit, il perçoit une possibilité dans le champ d'énergie infini. Ensuite, une fois cette idée perçue, la conscience structure cette idée avec l'énergie, lui donnant forme et la rendant ensuite manifeste. La loi de l'attraction est en réalité la loi de la création. Nous n'attirons pas seulement des événements à nous, mais nous les créons. Notre esprit a la capacité de percevoir une possibilité et de la rendre manifeste. Mais le point essentiel à comprendre, c'est le processus. Comme je l'ai expliqué précédemment, notre conscience englobe tout notre état d'être. Ainsi, la simple pensée ne suffit pas. Il s'agit d'aligner nos pensées, émotions et attitudes, soit tout notre état d'être dans la même direction. Sans oublier le point fondamental, qui est l'amour. L'amour est l'émotion qui unit tout, comprenant que l'être humain ne se réduit pas à son corps physique, mais qu'il englobe tout. Il doit reprendre pleinement conscience de cela. Et cette prise de conscience s'effectue par l'amour. La peur, la colère et l'ego, lorsqu'il est trop centré sur soi, rétractent la conscience sur le corps physique. Ainsi, l'être humain coupe illusoirement son lien avec le tout, donc avec lui-même, et devient conscient seulement de son corps. C'est ainsi que l'homme a perdu illusoirement ses capacités de créateur, en oubliant simplement qui il était. Il s'agit donc pour nous de reprendre pleinement conscience de qui nous sommes. Cette prise de conscience, le rétablissement du lien qui n'a en réalité jamais été rompu, s'effectue par l'amour. L'amour est l'émotion qui unifie tout, c'est le principe de l'être, c'est la seule véritable loi de l'univers. L'amour est la fréquence qui englobe tout état de conscience, c'est le lien d'unicité avec tout, c'est la source, l'absolu ou Dieu. Toute création naît de l'amour, car c'est l'émotion au plus haut degré vibratoire, c'est l'énergie spirituelle la plus élevée, se situant au cœur de toute création. C'est en soi l'origine de tout. Ainsi, lorsque l'être humain exprime l'amour à travers lui, il exprime son unicité avec tout, il exprime la plus haute expression de lui-même. Il s'exprime pleinement, pour parler plus simplement, il exprime son moi véritable. C'est ainsi que l'être humain retrouve son potentiel illimité, la pleine conscience ou le divin. Comme expliqué précédemment, en réalité, le corps et la réalité extérieure sont l'expression de la conscience. En élevant son degré de conscience, la conscience s'exprime différemment. En exprimant l'amour à travers son être, soit son unité avec le tout, il est logique que l'être humain retrouve son plein potentiel d'être illimité. Si vous souhaitez obtenir le dossier déclassifié de la CIA traduit en français, téléchargez-le gratuitement sur mon école d'entrepreneurs motivés. Le lien est dans la description. Vous y trouverez également de nombreux livres numériques gratuits qui vous expliqueront comment reprogrammer votre esprit pour créer la réalité de vos rêves. Parmi eux, ne manquez pas la théorie des quanta, un ouvrage incontournable. Il faut savoir que nous manifestons en permanence, consciemment ou inconsciemment, mais nous manifestons tous. La matière elle-même est une forme de manifestation des fréquences énergétiques dans le champ quantique. Les scientifiques appellent cela un effondrement de la fonction d'onde. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description, c'est gratuit. Pour prendre un peu de recul, reprenons du début. À l'échelle humaine, nous nous servons de nos 5 sens pour interagir et ressentir l'environnement autour de nous. Les 5 sens que possède l'être humain sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ces 5 sens que nous possédons nous permettent de vivre notre vie telle que nous le faisons au quotidien, afin d'expérimenter, d'apprendre et d'évoluer.
Ces sens nous permettent donc de faire le lien entre l'environnement extérieur et notre environnement intérieur. En soi, notre corps est une machine extrêmement sophistiquée, dotée de sens, comme la vue par exemple, nous permettant de transmettre des signaux extérieurs, donc dans ce cas, si la lumière, afin que notre cerveau l'analyse pour la transformer en une image claire, qui est l'environnement tel que nous le voyons. Cela nous permet de nous déplacer librement. De même, le toucher nous permet de faire le lien entre nos doigts et la chose que l'on touche. Ou encore, l'odorat nous permet de sentir des choses que nous ne voyons pas. Mais toutes ces choses que nous captons via nos sens, que ce soit la lumière visible, les odeurs ou encore les sensations, sont toutes à la base des fréquences énergétiques. Notre corps lui-même est à la base un ensemble de fréquences énergétiques, tout comme tout ce qui constitue notre monde, que ce soit les arbres, les plantes, l'eau ou encore l'air. Et pour comprendre cela, il faut aller au-delà de nos sens, au-delà du visible, puisqu'il va falloir plonger dans l'infiniment petit, dans le monde subatomique, soit le monde quantique. Je le rappelle avant tout, ce que nous allons découvrir, c'est de la physique et de la chimie, et non de la magie. Chaque chose que nous percevons à l'échelle humaine, que ce soit l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, la composition même de notre corps et de notre cerveau est constituée de molécules, c'est-à-dire que tout est composé de molécules, assemblées les unes aux autres de différentes manières, afin de créer tout ce que nous connaissons à l'échelle humaine. Soit l'eau, par exemple, correspond à la molécule H2O. Maintenant, il faut savoir que ces mêmes molécules ont elles aussi une composition. Et celles-ci sont constituées d'atomes, assemblés les uns aux autres pour former la molécule. Par exemple, la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène par des liaisons covalentes. Maintenant, ces atomes sont eux aussi constitués de quelque chose. Et c'est là qu'on entre plus en profondeur, dans le monde quantique, là où la matière semble prendre forme. À cette échelle, les physiciens ont observé que les atomes étaient composés d'un noyau central, entouré d'électrons gravitant dans un vaste champ de fréquences énergétiques. Ce champ énergétique autour du noyau central de l'atome correspond à environ 99,9% de la surface de l'atome, soit presque l'intégralité de l'atome, est en fait constitué à 99,9% d'énergie et d'information, soit de fréquences énergétiques. Et ce champ de fréquences énergétiques représente un champ d'information constante. C'est-à-dire que sans ce champ d'énergie, l'atome n'aurait pas les informations nécessaires pour se former. Donc il n'aurait pas de forme. Ce serait le chaos. En soi, cette énergie est ce qui permet de maintenir l'ordre. Après cette découverte, les chercheurs ont rapidement observé que les électrons qui gravitaient autour du noyau de l'atome, dans ce vaste champ d'énergie, se comportaient de manière totalement imprévisible. C'est-à-dire qu'il était impossible de prédire où et quand les électrons apparaîtraient. Ils ne semblaient pas être soumis aux mêmes lois de la physique telles que nous les connaissons à l'échelle humaine. À notre échelle, par exemple, nous sommes soumis à la gravité ou à l'espace-temps, donc nous ne pouvons pas nous trouver à 2 endroits à la fois. Eh bien, dans le monde quantique, cela ne semble pas fonctionner ainsi. Les chercheurs ont rapidement découvert ce qu'on appelle la dualité onde-particule, soit la dualité onde-matière, qui montre que la particule de matière qu'est l'électron ne se forme pas tant qu'elle ne reçoit pas l'énergie nécessaire pour se manifester, comme l'attention d'un observateur. Cette découverte avait été faite notamment par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg en 1991, surnommée l'interprétation de Copenhague, évoquant cette relation d'incertitude dans le monde subatomique. Dans le monde subatomique, ou monde quantique, tout semble déjà exister simultanément sous forme de probabilités infinies. Ce n'est que lorsqu'un observateur place son attention sur quelque chose de matériel qu'il veut trouver que le champ d'énergie invisible s'effondre pour laisser place à une particule de matière que nous appelons électron. En fait, la matière semble se former à partir du moment où la fréquence est ralentie, soit que la longueur d'onde augmente, ce qui la rend presque statique, la forçant à adopter un état, soit à engendrer une probabilité. Pour expliquer plus simplement, imaginons que dans le monde quantique, l'espace-temps n'existe pas et que toutes les possibilités inimaginables existent déjà sous forme de probabilités infinies. Soit que tout sans exception existe déjà. Maintenant, à l'échelle humaine,
Lorsque nous consacrons notre attention, soit donc notre énergie en émettant une attention particulière sur une chose que l'on veut trouver dans le monde matériel, eh bien, on force une probabilité à s'engendrer, et c'est ainsi que la matière semble prendre forme. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le phénomène de manifestation n'est donc pas de la magie, mais de la physique. L'énergie qui est notre attention, soit nos pensées et notre regard, semblent émettre une fréquence particulière, soit transmettre une information invisible dans le champ quantique, donnant l'information et l'énergie nécessaires pour provoquer un effondrement de la fonction d'onde, forçant ainsi une probabilité à s'engendrer en fonction de notre intention. De nombreux physiciens et philosophes anciens et modernes expliquent cela par le fait que dans le champ zéro, là où tout commence, la fréquence est extrêmement élevée et la longueur d'onde est très faible. Ensuite, petit à petit, la fréquence ralentit et la longueur d'onde augmente, et c'est ainsi que la matière prend forme. C'est pour cette raison que dans les textes hermétiques anciens, de l'ancienne Égypte à l'ancienne Grèce, nous retrouvons des citations comme « Tout dans l'univers est vibration » ou « La réalité que vous percevez est le reflet de la fréquence à laquelle vous vibrez » ou encore « Rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre ». Et ce même type de citations, nous les retrouvons dans les paroles de nombreux physiciens, comme Nikola Tesla affirmant que « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, soit de fréquence et de vibration. » Et ces mêmes écrits et idées sont partagés et retrouvés à travers de nombreuses autres civilisations, toutes époques confondues. On semble donc juste redécouvrir petit à petit ce qui avait déjà été compris depuis bien longtemps. Ainsi, la matière semble simplement être la forme la plus lente de fréquence. De même, la matière est également une forme de vibration, mais ralentie, au point où elle nous paraît immobile à l'échelle humaine. Mais de même que nous manifestons quotidiennement notre vie, l'objectif n'est donc pas de simplement d'apprendre à manifester car nous le faisons déjà au quotidien. L'objectif est en réalité d'apprendre à manifester ce que l'on désire, c'est-à-dire de réussir à aligner nos désirs avec nos pensées. Le problème que beaucoup de personnes rencontrent pour manifester est qu'ils ne parviennent pas à aligner leurs pensées avec leurs désirs, ce qui crée une incohérence. Par exemple, un individu souhaite devenir riche, mais au fond de lui, il n'y croit pas du tout. Ou bien une personne se répète quotidiennement qu'elle est courageuse, mais de même, au fond d'elle, elle ne ressent pas les émotions du courage et crée ainsi une incohérence. Ainsi, un des secrets pour réussir à manifester est d'établir une cohérence entre les pensées et les émotions, entre le cerveau et le cœur. C'est-à-dire qu'il faut associer une intention claire avec une émotion supérieure. Et c'est cette combinaison qui permet d'émettre la fréquence vibratoire alignée avec votre désir. C'est en alignant l'intention claire avec l'émotion supérieure que l'on émet un signal vibratoire en alignement avec ceux que l'on désire vraiment, ceux qui engendrent la probabilité souhaitée dans le champ quantique. Mais de même, cette cohérence ne s'arrête pas là, elle doit aussi être établie au travers de vos actions quotidiennes. Bien que vous puissiez manifester tout ce que vous désirez, vous devez être cohérent biologiquement pour que cela fonctionne. Par exemple, si une personne passe ses journées à procrastiner, elle n'aura jamais les pensées automatiques associées à un désir entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il faut incarner dans la pensée, mais également dans les actions les changements que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Il faut mettre en accord vos actions avec vos pensées, et c'est ainsi que vous manifestez. Bien que l'on puisse attirer à nous des événements de notre choix, en s'alignant sur la fréquence de notre désir, il faut encore saisir cette opportunité lorsqu'elle se présentera à nous. Mais également, il faut laisser place à celle-ci pour qu'elle se manifeste. Rappelez-vous, la particule de matière qu'est l'électron prend forme lorsqu'un observateur lui accorde son attention, mais dès lors que l'observateur détourne ses pensées et son regard de l'électron, celui-ci disparaît et redevient énergie. Maintenant, comprenez que l'attention, ce sont toutes vos pensées conscientes et automatiques, ainsi que votre regard. Ainsi, si vous avez constamment votre attention tournée vers votre passé, vos erreurs, votre ancien moi, des croyances limitantes, des personnes toxiques, eh bien vous continuez quotidiennement d'alimenter cette forme de réalité et vous avez ainsi moins d'énergie pour créer l'avenir souhaité. Si vous voulez manifester l'avenir de vos rêves, vous devez vous réinventer et ça commence par un changement d'habitude. Albert Einstein le disait,
La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il faut donc établir un changement d'habitude et commencer à effectuer et entreprendre les actions que ferait votre nouveau moi. C'est-à-dire que vous devez commencer à agir et à penser comme la personne que vous souhaitez devenir. Comme le font les acteurs, vous devez incarner le personnage que vous voulez devenir. Un bon acteur incarne et vit dans la peau de son personnage, car c'est uniquement de cette manière-là que les émotions sont réelles et que l'on ressent vraiment l'énergie du rôle joué. Et bien dans la vie, cela fonctionne ainsi. Vous devez incarner la nouvelle personne que vous souhaitez devenir. Il faut être ce que l'on souhaite pour devenir ce que l'on veut. Ce sont des mathématiques. Si au quotidien, vous effectuez les actions et entretenez les pensées en accord avec votre objectif souhaité, vous deviendrez cette personne et vous vous dirigerez automatiquement vers votre but, car vous serez aligné avec votre objectif. Et lorsque j'ai parlé de l'acteur qui incarne le personnage pour ressentir les émotions, eh bien c'est ce point-là le plus important. Le docteur Joe Dispenza, un neuroscientifique de renommée, l'explique souvent de la manière suivante. Il faut une intention claire, soit une cohérence cérébrale, et une émotion supérieure, soit une cohérence cardiaque, pour que l'individu cesse de vivre dans le passé pour créer son avenir désiré. Eh bien cela s'explique par le fait que le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre une expérience de pensée et une expérience extérieure. Mais pour qu'une expérience de pensée lui paraisse réelle, il doit y ressentir les émotions associées. Comme on l'a dit en début de vidéo, le corps humain est conçu de sorte à capter l'environnement extérieur et adapter ainsi le corps et la biologie interne en fonction de notre interaction avec cet environnement, afin de s'adapter continuellement. Par exemple, à la vue d'un prédateur, le corps perçoit une émotion de peur et active le mode survie, libérant ainsi certaines substances chimiques modifiant notre biologie afin de faire face au danger. Mais tout ce système s'active grâce à l'émotion perçue. Mais comme on le sait tous, nous pouvons ressentir de nombreuses émotions rien qu'en repensant à un souvenir familier, en écoutant une musique, en rêvant de notre avenir ou en visualisant notre objectif. Eh bien, c'est ainsi que l'on aligne son corps avec la fréquence de notre désir. En visualisant et en imaginant quotidiennement notre futur désiré, en y ressentant des émotions telles que de la gratitude, nous créons de nouveaux circuits neuronaux en lien avec ce futur désiré, et nous y inscrivons des émotions, ce qui modifie notre biologie interne, ainsi que notre fréquence vibratoire, s'alignant avec notre désir. C'est ainsi que notre corps devient un aimant, attirant à lui les événements alignés sur la même fréquence. Et dans ce cas-ci, cet événement, c'est le futur de vos rêves. Depuis des siècles, de nombreuses théories sur la création de l'univers et de la réalité ont vu le jour. Aujourd'hui, ce que nous allons découvrir n'est nullement théorique, mais fondé sur des faits. Le savoir que je vous partage ici repose sur des travaux peu connus du physicien Albert Einstein, ainsi que sur les véritables enseignements ancestraux des maîtres de l'Orient. Le savoir issu de cette vidéo se base sur l'unique vérité universelle. Vous allez comprendre ce qu'est réellement la réalité et saisir que l'être humain en est à l'origine. Vous découvrirez également l'identité du fameux observateur en physique quantique. Qui est cet esprit qui donne vie à tout? Je vous recommande de prendre des notes et d'être attentif, car cette vidéo va bouleverser toutes les croyances que vous avez sur la réalité. Je vous souhaite un bon visionnage. La théorie des quantas fait appel au principe de la physique et concerne la répartition de l'énergie dans la nature. Elle a été développée à l'université de Berlin, à la suite des recherches sur le rayonnement du corps noir. Tous les corps émettent un rayonnement d'une énergie caractéristique et il n'y a pas de masse inerte dans le monde de la forme. Toute forme recèle une certaine quantité d'énergie, émanation particulière de l'énergie qui remplit l'espace infini. La quantité d'énergie qu'émet chaque forme particulière dépend directement de sa relation à l'énergie universelle. De même qu'un pendule se balance le long d'un arc plus ou moins étendu, selon l'intensité de la force qui lui a été appliquée au lancement, de même toutes les formes conservent la quantité d'énergie utilisée pour les mettre en mouvement. Cette énergie est conservée par la forme dans la mesure où celle-ci maintient sa relation avec l'énergie qui l'a mise en mouvement. Le pendule s'arrête lorsque la force motrice a cessé d'exercer son influence sur lui.
La matière devient de moins en moins active au fur et à mesure qu'elle perd une partie de son lien avec la force motrice qui l'a actionnée. Lorsque cette énergie cesse d'agir au sein de la forme, celle-ci se désintègre. Les orientaux, tout au moins ceux qui ont une pensée supérieure, connaissent la réalité dont s'occupe la théorie des quanta. Ils ne s'intéressent qu'à une réalité, l'universalité de toute chose, et possèdent ainsi une base commune à la science et à la métaphysique. Surtout fondée sur la théorie, la psychologie occidentale n'est qu'un enfantillage. Chaque fois que nous voulons nous occuper des séparations, que ce soit mentales, matérielles ou physiques, les 3/4 de nos hypothèses partent de la théorie. La séparation n'est pas l'unité, et l'unité n'est pas la séparation. Or, la base de la création, c'est l'unité. Je suis ce que je suis, et il n'y a personne d'autre. Cette phrase exprime l'unité universelle de toute chose. Si l'on considère que l'esprit a des états ou des facultés, on heurte de plein fouet cette unité fondamentale. En réalité, l'esprit est un, non seulement chez l'individu, mais dans et par l'univers. La forme matérielle n'est pas isolée et indépendante de l'univers. Elle est une, dans et avec la matière universelle. Le corps physique n'est pas un aspect isolé du projet de la création. Il est un dans et avec l'énergie universelle. Attenter à cette unité fondamentale revient à s'isoler dans un état hypnotique, où l'on croit constituer un être séparé. On se coupe du monde, on se dévitalise, et on finit par détruire sa capacité à exister sur ce plan. Dénier la relation entre le visible et l'invisible revient à l'expulser de son corps, à tomber dans l'invisible. La philosophie orientale n'est pas fondée sur la moindre théorie, mais sur une réalité ou un principe scientifique déterminé. Ce qu'Einstein a mis en évidence avec la théorie des quanta, d'une manière bien plus manifeste que n'importe quel autre scientifique occidental. Beaucoup considèrent que cela comble le fossé entre la science, la physique et la pensée religieuse. Cette explication de la théorie des quanta permet de souligner que toutes les insuffisances de l'individu sont dues à sa séparation d'avec la cause originelle. De même qu'un moteur s'arrête quand il est débranché du courant électrique qui l'alimentait, ou qu'une lampe cesse d'éclairer quand on actionne l'interrupteur, de même un homme cesse de fonctionner s'il se sépare de l'esprit de Dieu. L'égoïsme, la contraction de la conscience humaine sur soi-même, se considérant comme un être isolé, a formé l'illusion du détachement. Cet égoïsme accentué a causé le détachement de l'homme avec sa source de vie. C'est la raison pour laquelle l'homme a actuellement un corps physique limité, malade et mortel. Le corps de l'homme n'est ni censé être limité, ni malade, et encore moins mortel. L'âme revêt un nouveau corps comme un homme changerait de vêtements usés. L'âme n'a ni commencement ni fin, elle est éternelle. Nul besoin pour l'homme de mourir, il doit simplement reconnaître sa source et comprendre qu'il est l'unité. Je suis ce que je suis et il n'y a personne d'autre. L'homme doit se libérer de ses croyances limitantes qui l'enracinent dans l'hypnotisme et acquérir la sagesse fondamentale de la vérité, ce qui permettra à l'homme de reprendre sa forme initiale d'être de lumière. Quand on essaie de manipuler le monde par la pensée, en prétendant faire des démonstrations par affirmation, on finit par épuiser sa capacité à aboutir. Seule une méditation profonde sur l'unité de toute chose, l'unité de l'homme avec Dieu, permet de raviver nos capacités au point de revenir au degré d'intensité qui doit être le leur. Par lui-même, l'homme ne peut rien faire. Seul l'esprit vivifie et, quand notre esprit et la nature sont réanimés par lui, nos paroles et nos actes deviennent vivants, et nous pouvons alors agir avec puissance. Contrairement à l'hindouisme, le monisme élimine toutes les forces de la nature ou de la création, sauf une, celle qui est aveugle. Les hindous, eux, l'ont toujours considérée comme une force active, intelligente, pleine d'énergie, qui sait ce qu'elle fait et a suscité une création intelligente allant vers un objectif intelligent. Ils considèrent que quiconque agit de concert avec cette force peut tout accomplir. La juste connaissance se trouve donc au centre de cette question. Ce que nous avons jusqu'ici appelé la connaissance ne convient plus. La véritable connaissance va au-delà de nos sens, elle puise dans la compréhension de la force motrice et de son but. Elle constitue le sens moteur, la tendance profonde de la force motrice de l'univers qui a initié l'existence de tout et amène tout à l'être à travers l'individu qui ressent et agit en harmonie avec son but. La véritable connaissance advient à travers la samadhi,
le silence. Elle naît d'un sentiment intérieur, d'une compréhension intuitive. Il s'agit exactement de ce que nous appelons la compréhension. Vous devrez l'acquérir au cours de votre apprentissage. Lorsque nous obéissons à ce que nous ressentons intérieurement, nous atteignons l'accomplissement. Nous avons alors une connaissance juste, car fondée sur l'action du principe. Toute connaissance véritable surgit ainsi, non seulement dans le domaine spirituel, mais en relation avec les principes que nous utilisons chaque jour. Nous découvrons certains principes, nous les appliquons et les résultats suivent. Et à partir de ceux-ci, nous formulons notre savoir. Pour l'homme, la situation varie considérablement selon que son hypothèse de départ est vraie, aventureuse ou fausse. Les conclusions auxquelles il parvient dépendent du fondement ou principe auquel il se réfère. Si ce fondement est erroné, la conclusion sera fausse. De même que la création a débuté dans le grand tout universel, de même l'homme ne trouvera jamais un point de départ pour ses propres activités, s'il ne part pas de cette base. Il est impossible d'adapter un principe à notre propre pensée. Nous devons au contraire nous adapter au mouvement du principe et extraire nos idées de ce dernier. L'acte doit à son tour se conformer au principe. Nous pourrons alors espérer obtenir des résultats compatibles avec notre nature fondamentale. La psychologie occidentale s'est-elle basée dès le départ sur un esprit de dualité et de division entre l'homme et l'univers. La division n'est pas l'unité. Ainsi, dès le départ, l'ensemble des théories et hypothèses fondées sur l'essai de compréhension de l'univers sont fausses. De même que lorsqu'on émet une réponse fausse à la première question d'un exercice de mathématiques, nous savons d'ores et déjà que tout l'exercice est faux. De même, l'ensemble des théories de physique et scientifique modernes sont fausses. Elles sont parties d'une base erronée, qui n'est pas l'unité, donc pas la réalité. La théorie de la gravité, l'espace-temps, la théorie de Darwin, où l'homme est considéré comme un être limité devant s'adapter à l'univers dans lequel il vit, sont toutes erronées dans leur intégralité. Elles représentent exactement les brides qui empêchent l'homme de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. C'est le voile placé entre l'homme et la réalité. Il lui faut le retirer et voir ce qui se cache derrière le voile. L'homme actuellement ne perçoit pas la réalité, mais une forme hypnotique de ce qu'il nomme la réalité. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Comment retirer ce voile? Comme dit précédemment, la véritable connaissance se trouve dans le samadhi, le silence. Nous avons longtemps associé l'intellect scolaire ou l'idéologie sociétale à de la connaissance, mais sachant dorénavant la vérité, nous savons qu'au contraire, elle représente de véritables brides hypnotiques pour l'homme. Tout apprentissage naît d'une base de dualité par du mauvais point. Il est donc important pour celui qui cherche à connaître la vérité de les balayer de son esprit. Plus l'on a appris à ce sujet, plus l'on est intégré à la société moderne et à son rythme, et plus les brides enflent. Mais comme nous l'avons vu précédemment, tout homme est l'unité, l'esprit. Ainsi, lorsqu'un homme effectue une amélioration sur lui-même, cela effectue aussi cette amélioration sur autrui. Tel un réseau par lequel nous sommes tous connectés, tout homme est connecté au même réseau, à l'unité par l'esprit. Cependant, il est important pour l'homme de le reconnaître et non de le rejeter. Il est important désormais de parvenir à faire la différence entre la réalité et le voile hypnotique. Voici comment reconnaître une pensée de l'esprit et celle d'une limitation. Les pensées de l'esprit viennent à vous sous forme d'intuition. Elles représentent des idées éclairantes, vos aspirations les plus profondes, les véritables rêves qui sommeillent en vous et toutes autres intuitions éclairantes et joyeuses. En soi, ce sont toutes vos pensées harmonieuses qui résonnent à la perfection. A contrario, les pensées limitantes sont-elles basées sur des limitations, des peurs et de la culpabilité. Ce sont par définition les pensées disharmonieuses, celles qui vous limitent, celles qui empêchent votre véritable nature de s'exprimer à travers vous-même. Par exemple, voici quelques idées de pensées limitantes qui sont illusoires. C'est impossible de transcender la matière. On a toujours appris que l'homme doit mourir. Je ne peux pas réussir, le sort s'acharne sur moi. Je ne peux pas changer. Je ne pourrai jamais être artiste. Je n'ose pas être moi-même. J'ai honte de moi. J'aimerais tellement être artiste, mais je ne peux pas. J'adorerais vivre de ma passion. Mais le travail n'est pas une passion. C'est comme ça. Il y en a des milliers d'autres. Mais sachez bien une bonne fois pour toutes que cela n'a rien à voir avec la vraie vie. Le souffle qui vous a mis en route
attend que vous vous exprimiez. Le souffle qui vous a donné la vie est de l'amour pur, et celui-ci ne veut en aucun cas que vous vous apitoyiez sur votre sort. Il n'attend pas non plus que vous purgiez votre karma. Ce qu'il attend, c'est que vous le reconnaissiez, que vous exprimiez votre véritable moi qui est au fond de vous, et que vous mettiez fin à toutes ces illusions qui vous font être ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas le masque que vous portez en société, vous n'êtes pas non plus vos limitations. Je suis ce que je suis. La dualité s'est instaurée dans la nature humaine, la divisant elle-même, corps et esprit. Le corps fait une chose que l'illusion sociétale a imposée, puis l'esprit souhaite en faire une autre. Sachez que l'humanité ne forme qu'un, et les brides qui nous restent actuellement dans l'esprit doivent désormais être abandonnées. L'inharmonie n'a jamais existé au cœur de l'harmonie, et la vie, le souffle qui vous anime, est harmonieuse et parfaite. Pour faire tomber le voile, il va également falloir parvenir à faire la différence entre la raison juste et la raison fausse, la logique intelligente et la logique erronée. Nous mettons nos esprits complètement à l'envers quand nous travaillons de l'extérieur ou lorsque nous travaillons seulement pour des résultats que nous croyons correspondre à notre idée des choses. Il existe un ordre établi dans l'univers. Si nous nous alignons sur cet ordre naturel, nous aboutirons à des résultats satisfaisants. Un ordre établi signifie que chacun a une mission, sa raison d'être. Le souffle qui vous a donné la vie est éternel et immortel. Vous êtes ce que vous êtes. Faisant partie du même esprit, de l'unité, chaque personne peut représenter un rayon de lumière. Chaque rayon est individuel, mais à la fois universel. La lumière ne forme qu'un. De même, nous sommes tous le rayon de l'esprit, ne formant qu'un. Ainsi, l'ordre naturel universel, soit vous-même, vous êtes attribué un but, en constante évolution. Celui-ci est guidé par votre moi intérieur. Cependant, qu'avons-nous fait depuis le début? Enfant, nous nous écoutons, nous dessinons, jouons, faisons ce qui nous passe par la tête et exprimons notre joie de vivre sans aucune crainte. Mais rapidement, l'influence extérieure nous a introduits dans un moule, adaptant chaque être à un moule uniforme, réduisant chaque humain à ce qu'il n'est pas. Les adultes ne furent pas heureux, exercent souvent des métiers en unique lien avec le gain d'argent et l'idéologie sociétale moderne. Puis enfin, ces brides sont transmises aux enfants à travers leur éducation. Les croyances limitatives au sujet de l'homme sont ainsi transmises, tel un virus, et se propagent dans l'esprit des hommes. Cette bride, de même que le fait un virus, s'introduit dans l'esprit de l'homme et bloque la communication entre l'homme et lui-même. Cela divise le corps et l'esprit, les deux ne formant qu'un initialement. Le corps se met donc à faire ce qui lui est imposé, et l'esprit, quant à lui, n'a plus aucun pouvoir. Les deux se font dissocier, et on finit par mener une vie qui n'est pas la nôtre. Il ne faut pas attendre de mourir pour s'exprimer. C'est ici que ça se passe, dans l'instant présent. Ces brides n'ont jamais représenté personne, et la peur de s'exprimer a toujours été une illusion. Combien de fois avons-nous eu peur de nous exprimer? Exprimez-vous, et vous verrez que les autres ne sont pas différents de vous. Avez-vous déjà réellement essayé d'être vous-même? Bien souvent, on pense que si l'on s'exprime, les autres ne nous comprendront pas. En réalité, c'est l'inverse. Exprimez-vous, et vous libérez vos frères et vos sœurs, qui eux aussi portent un masque. Il faut affronter ces peurs. Les peurs sont des ombres qui n'ont aucune force. Saisissez bien la notion d'esprit, d'unité. L'esprit est ce qui engendre la matière. C'est le principe de création, au-dessus de tout. Alors, que risqueriez-vous à exprimer votre véritable nature à travers l'amour, sinon que perdre le bandeau que vous avez sur les yeux? Prenez votre courage à deux mains et traversez ces ombres, et vous verrez que vous n'aurez même pas à forcer. Lorsque la lumière qui vous anime éclaire votre chemin, ne restez pas seul dans l'obscurité. Écoutez vos profondes aspirations et exprimez-les. En dernier point de ce paragraphe, expliquons davantage la phrase suivante. Nous mettons nos esprits complètement à l'envers quand nous travaillons de l'extérieur, ou lorsque nous travaillons seulement pour des résultats que nous croyons correspondre à notre idée des choses. Il existe un ordre établi dans l'univers. Si nous nous alignons sur cet ordre naturel, nous aboutirons à des résultats satisfaisants. Qu'est-ce que cela signifie profondément? Nous avons concentré notre attention sur l'extérieur, sur ce que l'idéologie extérieure semble vouloir de nous, et nous nous y adaptons en conséquence.
Ainsi, on peut affirmer qu'on regarde à l'extérieur pour savoir quoi faire de nous-mêmes. Comprenez-vous-en le sens? Nous regardons à l'extérieur pour savoir qui nous sommes à l'intérieur. N'est-ce pas contradictoire? La vérité, votre mission, soit votre raison d'être, provient de l'intérieur. C'est au cœur de vous-même que vous connaissez la marche à suivre. L'extérieur représente la manifestation de l'esprit de l'homme. Précédemment, notre monde fut fondé sur la dualité. Ainsi, la manifestation du monde extérieur représente cette dualité. Cette dualité n'est plus présente dans l'esprit des hommes d'aujourd'hui. Nous sommes qu'un. Cependant, elle n'est pas encore manifestée pleinement. Il est donc aujourd'hui important de se mettre tous au travail. Ne regardez plus à l'extérieur, mais exprimez qui vous êtes de l'intérieur vers l'extérieur. Pour la métaphore, le monde extérieur d'aujourd'hui représente la fleur fanée de l'esprit des hommes limités, axés sur la dualité. Aujourd'hui, nous sommes illimités, créatifs et unis, et il est temps d'extérioriser cela. Telle une belle fleur qui s'ouvre, elle commence par former ses pétales dans son bourgeon, à l'abri des regards. De même, commencez à vous exprimer, à être qui vous êtes, à vivre tout simplement. Exprimez cette joie de vivre et réalignez-vous avec votre véritable nature. Refaites naître l'artiste, le peintre, la dessinatrice, le ou la passionnée. Peu importe votre idéal, même s'il paraît grand, exprimez-le. Soyez vous-même dans la paix et l'harmonie. La force qui a conçu et créé l'univers n'est ni une force intelligente, ni une puissance aveugle agissant sans direction consciente. L'électricité doit être orientée par une intelligence dans la vie de tous les jours. Sans cela, nous n'aurions ni lumière, ni chaleur, ni énergie. Elle constitue en soi une force aveugle, mais, soumise au contrôle de l'intelligence, elle produit des résultats constructifs. Toutes les forces créatrices de l'univers sont, de même, soumises aux directives de l'intelligence, sinon il n'y aurait pas de création ordonnée. C'est exactement le cas pour le prana, soit la force de vie cosmique qui traverse et englobe tout. Au début de cette vidéo, nous avons vu que l'homme se dégrade lorsqu'il se désunit de sa source originelle. Cette source de vie est subtile, c'est à l'homme d'en prendre conscience. Elle l'anime constamment, mais tout comme l'électricité doit être gérée, l'homme doit apprendre à se reconnecter à sa source, à utiliser tout simplement son énergie de vie. Tout comme l'électricité, si on ne la guide pas par l'intelligence, elle ne fera pas de lumière. De même, bien que le prana soit omniprésent dans tout, si vous n'y portez pas attention, vous ne l'assimilerez pas. Cette source de vie cosmique est la force vitale qui vous anime. L'égoïsme et le sentiment d'isolation entre l'homme et l'univers sont ce qui fait que l'homme s'est éloigné illusoirement de cette source. Je dis illusoirement car cette source est omniprésente dans tout, puisqu'elle donne vie à tout. L'homme est déjà connecté à elle, mais en renfermant sa conscience sur ses limites et sa structure physique, il empêche son assimilation et fatigue ainsi sa conscience. Lorsque l'homme parvient à se libérer pleinement de ses croyances limitantes pour exprimer sa véritable nature et retrouver cette conscience de l'unité, alors il se réunifie pleinement à sa source. Ainsi l'homme, ayant atteint l'esprit d'unité dans la paix et l'harmonie universelle, retrouve son corps lumineux, immortel et sans limite, tel qu'il est à l'origine. La bonne connaissance n'advient que si le calme s'installe en nous, au point que nous sentions le mouvement des forces de l'universel, l'Esprit de Dieu. Son activité n'exerce pas seulement une influence revitalisante, mais elle éveille la compréhension dans l'esprit humain. L'inspiration du Tout-Puissant donne la compréhension, de même que nous devons d'abord comprendre l'action d'un principe mathématique en nous soumettant silencieusement à sa règle, de même, il nous faut contempler l'action du principe divin jusqu'à le comprendre. La connaissance est une accumulation d'idées, et la connaissance véritable serait le résultat de la contemplation de l'Esprit de Dieu, devenu manifesté. La connaissance arrive au terme d'un processus. La compréhension discerne la voie vers les résultats. Dans les temps précédents, nous avons eu tendance à vouloir comprendre un principe, comment celui-ci serait possible, pour ensuite entreprendre ou non ce projet. Nous essayons de comprendre quelque chose avant qu'il ne se manifeste. Ainsi, rien ne peut être créé de nouveau. On ne peut comprendre que le résultat déjà manifeste. Or, avant qu'une chose ne soit manifestée, elle se forge en idée. On ne peut donc comprendre véritablement une chose que lorsqu'elle est manifestée,
et non pendant sa manifestation. Alors chercher à comprendre une chose et savoir comment elle pourrait fonctionner avant même de l'avoir manifestée est inutile, car ce processus de réflexion n'engendrera jamais rien de nouveau. La connaissance, comme dit précédemment, se présente sous forme d'idées. Au début, une idée inspirante nous vient. On suit et exprime cette idée à travers nous-mêmes, puis une autre nous vient. Cette succession d'idées parvient l'une à la suite de l'autre, et petit à petit le bourgeon se construit. Une fois suffisamment travaillée, cette succession d'idées aboutit et donne naissance à la manifestation tant attendue. C'est là que la manifestation a lieu. Ici, on ne cherche donc pas à comprendre comment cela serait possible ou non, mais on entreprend et on manifeste. Tout est possible, alors nul besoin de chercher à savoir si quelque chose est possible ou non. Lorsque la connaissance vient d'en haut, sous forme d'aspiration, elle ne peut que prendre forme manifestée à un moment donné. C'est plus qu'un principe de physique, mais la loi universelle. C'est ça, la réalité. On regarde souvent le passé ou les progrès actuels pour se fier à ce qui est possible ou non. Ce genre de pensées limitantes et illusoires sont à balayer. Le monde n'est pas linéaire. La notion d'espace-temps n'existe pas. Tout se passe dans l'éternel instant présent. Se fier au passé ou regarder en arrière quand on cherche à aller de l'avant est identique. Si vous souhaitez avancer, détournez votre regard du passé ainsi que du monde extérieur et commencez à vous centrer sur vous-même. Vos profondes aspirations sont la vérité. Ne cherchez pas à savoir comment est-ce possible. Ne vous mettez pas de brides inutiles. Exprimez vos idées aspirantes lorsqu'elles surgissent et petit à petit, vous allez manifester vos idéaux. Un idéal, ça se travaille, ça se nourrit d'énergie. Les processus sont plus ou moins longs, en réalité. Cela pourrait être instantané si nous n'avions pas de brides dans l'esprit. En fait, une chose devient manifestée lorsqu'elle est reconnue. C'est-à-dire qu'en principe, si vous parveniez à reconnaître un idéal instantanément, il prendrait automatiquement forme manifeste. Mais actuellement, comme nous avons des brides et des pensées limitantes, le travail consiste à les faire s'écrouler petit à petit. Et à la fin, lorsque toutes vos brides sont écroulées, votre idée vous semblera tout à fait réelle. Et c'est ainsi qu'elle prend forme. C'est pour cela qu'un idéal se travaille en soi et qu'il n'y a nul besoin d'en parler à autrui, puisque c'est en vous-même. La manifestation viendra de l'intérieur. Il n'y a donc rien d'extérieur qui peut vous dire si oui ou non votre manifestation aura lieu. Votre manifestation aura lieu si vous la manifestez tout simplement. Entretenez cet idéal jusqu'à l'exprimer pleinement, et toute manifestation ne peut qu'aboutir. Mais encore une fois, la manifestation se produit que lorsque celle-ci est en alignement avec l'esprit. Les manifestations pour un besoin extérieur qui n'est pas en réalité le vôtre ne sont pas en accord avec le principe. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui n'est pas propre à vous-même. Il s'agit concrètement d'exprimer votre idéal à travers vous-même. Ne pensez pas à tort qu'il sera plus simple de faire une petite manifestation relatant d'un besoin extérieur que d'une grande manifestation dite improbable, mais elle venant de l'intérieur. Si l'idéal vient de l'intérieur, peu importe si vous le pensez irréalisable sera réalisable. Il doit simplement être en accord avec l'esprit, venir de l'intérieur, et refléter l'harmonie et la paix. C'est un idéal toujours en lien avec l'amour et la passion, avec l'unité. Même si cet idéal est individuel, il est toujours à la fois collectif. C'est la raison pour laquelle cet idéal est forcément en harmonie et en paix avec l'unité. Ni l'esprit ni la matière n'ont le moindre pouvoir de créer ou de produire. Seul l'esprit qui vivifie dispose de ce pouvoir. S'accrocher à ses idées pour diriger le corps ne fait qu'épuiser l'homme. La vie est renouvelée, le pouvoir éveillé par la communion avec l'esprit. L'esprit de Dieu, comme je l'ai évoqué précédemment, est synonyme de lumière. Chaque homme en est un rayon. Écoutez votre « moi » intérieur équivaut à rejoindre l'esprit. C'est ainsi que vous exprimez votre individualité au sein de l'unité, en exprimant votre rayon de lumière. Avoir son rayon de lumière signifie qu'il est nécessaire de suivre ses idéaux, et non ceux d'autrui. Votre idéal est propre à vous-même, et c'est à vous de l'exprimer, et non à quelqu'un d'autre. De même, bien que l'on puisse guider une personne, on ne peut pas entreprendre ses projets à sa place. Comme expliqué, ni l'esprit ni la matière n'ont le moindre pouvoir de créer,
Seul l'esprit qui vivifie dispose de ce pouvoir. L'esprit qui vivifie est en vous-même. Alors personne d'autre que vous n'a le pouvoir de manifester ce que vous êtes. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une autre personne n'a pas abouti au projet que vous souhaitiez entreprendre que ce sera le cas pour vous. Si votre idéal vient de l'esprit, vous y arriverez à terme. Alors n'attendez pas que d'autres manifestent à votre place ce qui est propre à vous-même. Si une manifestation vient de l'esprit et qu'elle est nouvelle, c'est justement tout à fait normal qu'elle n'ait pas encore été manifestée. Pourquoi vouloir manifester des choses déjà manifestées? Pourquoi ne pas manifester du nouveau? Le but est de créer, n'est-ce pas? La vie a pour but de s'exprimer, toujours d'une meilleure façon. Alors exprimez-vous, et exprimez des choses toujours meilleures, pour vous-même, ainsi que pour autrui, pour l'unité. La foi nous permet de discerner et d'appliquer le principe. Tout d'abord, elle repose l'esprit de ses propres activités et permet un nouvel élan. Puis elle dépend de cet élan jusqu'à ce qu'il produise des résultats. Comme une espèce de transformateur mental, la foi permet à des choses non accomplies ou à des pouvoirs latents de se manifester. De même, il est grand temps d'arrêter de se percevoir comme un être mortel et de se donner une date de péremption. Vous n'allez pas expirer. Vous n'êtes pas un élément qui a une date de péremption. Vous n'êtes pas jetable, vous êtes éternel. Alors prenez-en conscience. L'esprit ne connaît ni début ni fin, de même que l'univers. L'univers n'a jamais daté de 13,8 milliards d'années. Oubliez tous ces vieux concepts fondés sur la dualité et entretenez la réalité qui est l'unité. Lorsqu'on remonte à sa source, il est bien plus simple d'avoir les idées claires. Oubliez les X milliards de lois et concentrez-vous uniquement sur la loi universelle, l'amour. En respectant cette loi, vous respectez tout. Une loi, un principe, une unité, c'est tout. Saisissez bien la différence entre les lois instaurées par des idées d'hommes fondées sur la dualité et la loi universelle de la création. On n'est pas né par hasard, ni de rien. Revenez à votre souffle de vie, à la force cosmique qui vous permet d'exister. Il est temps de se reconnecter à la source. Pour avoir les idées claires, la méditation est un point élémentaire primordial. Par méditation, j'entends l'état méditatif et le silence. Il est possible de méditer de plusieurs manières différentes, d'en essayer plusieurs et de choisir celle qui vous correspond le mieux. Tout simplement, vous pouvez prendre l'air dans une balade en forêt et rêvasser dans votre esprit. Il est également faisable de prendre 5 à 30 minutes par jour pour s'allonger ou s'asseoir dans un environnement calme et faire abstraction du monde extérieur afin de se concentrer pleinement sur votre monde intérieur. En méditation, le point important est de lâcher prise. La concentration en méditation repose sur le fait de stopper toute pensée. Cela peut paraître contre-intuitif pour apprendre, mais non. En lâchant prise totalement sur vos pensées, soit en faisant le vide dans l'esprit, votre conscience va en fait automatiquement se connecter à sa source. Ainsi, des informations vous seront transmises, et quand vous reviendrez à vous-même, ayant fini votre méditation, plein d'idées vous viendront, et votre chemin paraîtra très clair. La concentration relève donc davantage d'un lâcher-prise total, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose. L'esprit, soit votre moi intérieur, est constamment en vous. Ce qui bloque la communication est justement l'esprit analytique, l'esprit critique, qui met des barrières constamment. Le but est donc justement d'arrêter de penser, de lâcher prise et de se détendre tout simplement. Comme je l'ai dit, en réalité, cela relève d'une simplicité enfantine. C'est nous qui avons tout compliqué en nous forgeant des barrières dans l'esprit, en instaurant des limites. Nous nous sommes tellement compliqués les choses que les choses simples nous paraissent désormais difficiles. Le secret du pouvoir de Jésus reposait intégralement sur ceux qu'il ressentait au plus profond de son être, sur son Père intérieur. La loi de Dieu est inscrite au plus profond de nous, et, lorsque nous lui obéissons expressément, nous extériorisons cette capacité intérieure. L'action du principe universel opère au plus profond de la nature humaine. Les idéaux paraissent toujours impossibles aux yeux de certains, jusqu'au moment où ils deviennent manifestés. Bien sûr, il est toujours plus simple de contempler ce qui a déjà été fait et de l'approuver, plutôt que d'être celui à l'origine de cette manifestation. Cependant, lorsqu'on souhaite manifester sa véritable expression de soi et non contempler celle d'autrui, il faut se mettre au travail. Par travail,
J'entends exprimer courageusement sa passion. Être vraiment qui vous êtes et créer vous aussi. N'attendez pas simplement qu'autrui crée de magnifiques choses, mais faites-le vous aussi. Chacun a une fleur différente à dévoiler. Chaque personne a des idéaux à exprimer, mais il faut sincèrement prendre son courage pour traverser ces ombres qui nous limitent tant. Il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce boulet qu'on a au pied et voler de nos propres ailes au sein de l'unité. L'intuition permet également d'élargir la conscience. Grâce à elle, nous approchons les faits les plus intérieurs de notre vie. Entraîné à comprendre l'omniscience de Dieu, cette intelligence qui enveloppe tout, l'homme peut comprendre n'importe quel aspect d'une situation du point de vue de la connaissance absolue. L'intuition permet de connaître la vérité. On l'annihile souvent par ce qu'on pense être logique, mais en réalité, on l'annihile par l'esprit critique limité. Cet esprit limité est illusoire, il est simplement un voile hypnotique qui disparaîtra lorsque toutes les brides instaurées dans l'esprit de l'homme seront tombées. Parfois, nous avons du mal à discerner ce qu'est notre intuition en comparaison avec nos pensées. Pour cela, il faut se fier à l'émotion et au son harmonieux. Déjà, sachez que tout ce qui résonne en disharmonie avec le principe n'est pas le principe. Toute pensée discordante, limitante et à mauvaise consonance ne sont pas issues de l'intuition. L'intuition sonne toujours bien, juste avant qu'on ne l'estompe par les pensées limitantes. Si on laisse l'intuition s'exprimer, sans essayer de la contrer, elle éclaircit notre esprit et nous guide vers la vérité. Pour l'image, imaginez que vous êtes perdu dans une forêt totalement obscurcie. L'intuition serait comme une lumière s'allumant tout au bout de cette forêt, vous indiquant le chemin de la sortie. Cependant, si lorsque vous apercevez cette lumière, vous vous dites que c'est un piège, ou commencez à raisonner de quelque manière que ce soit, vous allez rester dans cette obscurité et ne pas avancer. Lorsqu'on est dans l'obscurité et qu'on cherche à en sortir, il faut donc s'avancer vers cette lumière de manière intuitive et se laisser guider par elle. Petit à petit, à force de suivre cette lumière, vous finirez par ne plus voir une seule zone d'ombre. Ainsi, vous serez devenu vous-même, libre et parfait, comme vous l'avez toujours été. Les sens orientés vers l'extérieur constituent des débouchés, des voies royales par lesquelles nous communiquons au monde extérieur notre connaissance intérieure. Vous ne devez ni condamner ni annihiler les sens orientés vers le monde, cela détruirait vos ouvertures sur lui. Veillez à ce que le fonctionnement de tout votre être s'aligne sur les tendances les plus profondes de l'être, jusqu'à ce que vous puissiez exprimer ce que vous êtes aux yeux de Dieu, aux yeux de l'unité. La vieille théorie de l'occultisme affirme que les sens doivent être annihilés ou retournés, ce qui contredit les enseignements de la pure philosophie hindoue. Tout est esprit, les sens sont esprits, mais ils doivent être utilisés à leur manière. Il faut préserver leur véritable signification spirituelle, parce qu'ils sont destinés à être des voies royales de ce que l'intuition reconnaît comme venant de l'esprit. Cette connaissance directe est aussi une manifestation directe. Si nous acceptions la réalité telle qu'elle est révélée par le principe, elle devient immédiatement manifeste pour nous. C'est aussi simple que cela. Les Occidentaux n'ont fait que noyer cette vérité sous d'innombrables complications. Les sens sont donc extrêmement importants. Il s'agit simplement en quelque sorte d'inverser le processus de ce que l'on pensait vrai. Les sens permettent de contempler, de voir et de vivre les choses que nous avons manifestées depuis l'intérieur. Il ne s'agit donc pas de regarder à l'extérieur pour savoir quoi faire à l'intérieur, mais l'inverse. On acquiert la connaissance via notre monde intérieur, notre intuition, soit l'esprit. Cet idéal se travaille avec passion, jusqu'à ce qu'il soit rendu manifesté dans le monde extérieur. On extériorise notre idéal, voilà le principe. Les choses ne sont pas des éléments isolés ou séparés, mais une seule et même entité à différents stades de progression. Quand on comprend leur vraie nature, on acquiert le pouvoir, la maîtrise, qui nous revient puisqu'ils sont un produit de la cause primordiale. De même que les différentes couleurs de l'arc-en-ciel naissent de la lumière blanche. Quand on comprend la nature de la matière comme une substance spirituelle, alors on peut saisir exactement pourquoi cette proposition est vraie. Les hindous disent « comprimez le dé et vous obtiendrez une substance différente. Dilatez-le et vous en aurez une autre ». On ne le définit pas comme une substance matérielle ou physique,
puisque par la compression ou la dilatation, on n'en change pas la nature. Seules les positions relatives des atomes sont modifiées. L'eau ou la glace ont la même formule chimique, H2O, quelle qu'en soit la forme. Le pouvoir de contraction ou de dilatation d'un corps constitue sa quatrième dimension. La modification d'un objet d'un ordre de grandeur à un autre, par le simple réarrangement de la disposition de ses atomes, est sa quatrième dimension. Sa nature fondamentale demeure inchangée. Si toute chose est composée de substances spirituelles, il n'existe pas de ligne de démarcation entre ce que nous avons appelé l'esprit et sa manifestation. Mais, sous l'emprise de l'hypnose, l'individu imagine une autre réalité que la nature unitaire du tout et impose des influences fallacieuses à la forme. Ces distorsions ne sont que le fruit de son ignorance. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, je vous ai mis à disposition de nombreux e-books gratuits à télécharger sur mon école d'entrepreneurs motivés. Le lien se trouve dans la description. Ces ouvrages regorgent de secrets ancestraux, issus des enseignements des maîtres de l'Orient, au pouvoir que l'on pourrait qualifier de miraculeux. Je vous invite donc à les lire, car ce même pouvoir réside en vous. Je vous remercie et vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.